Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce Face à la presse. Bonjour Claude Cham. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la FIEV. Alors je dis tout nouveau, mais en fait le terme est impropre puisque vous retrouvez un poste que vous avez déjà occupé de 2009 à 2015 après une carrière dédiée à l'automobile, Chrysler, Dunlop, Goodyear, sans oublier la plateforme de l'automobile et la présidence du salon Equipauto. On rappelle que la FIEV regroupe en principe toutes les entreprises qui fabriquent et vendent des composants destinés aux véhicules, toutes, sauf depuis quelques semaines, 3 géants, 3 des 4 grands équipementiers, Faurecia, Plastic Omnium et Valeo. La FIEV semble donc fragilisée, nous verrons pourquoi avec vous. Et puis on parlera bien sûr de l'actualité du secteur, les nouvelles mobilités, la fiscalité, les contraintes réglementaires et le dynamisme de cette industrie automobile avec sa formidable capacité d'adaptation au moment où les nuages s'accumulent. Pour vous interroger, Alexandre Guillet-Largus. Bonjour. Bonjour Alexandre. Christophe Bourou-RTL. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Europe 1, qui vous pose la première question. Bonsoir Claude Cham. Bonsoir. Alors Jean-François Rabillou vient de le mentionner, après le départ de 3 acteurs majeurs de votre fédération, Plastic Omnium, Faurecia et Valeo, qui représentez-vous et, pardonnez-moi cette question triviale, à quoi servez-vous ? Non, effectivement, vous faites allusion à des événements récents qui sont suite, je dirais, à la situation que la FIEV a rencontrée au départ de mon prédécesseur. Et donc ces trois équipementiers ont quitté la FIEV, ils sont très importants, mais il n'en demeure pas moins que la FIEV représente aussi des équipementiers extrêmement importants. Je ne citerai que Bosch, 45 milliards, ZF, Schaeffler, Akebono, Delphi, etc. Donc la FIEV reste l'organisme représentatif, je dirais, de l'ensemble de la filière équipementière automobile, puisque nous représentons 80%. Je regrette personnellement la décision de ces 3 équipementiers de nous avoir quittés. J'ai dit dès ma prise de fonction le 1er avril que j'espérais que ceci ne serait que temporaire et j'essaierai d'œuvrer à ce qu'ils rejoignent, je dirais, la FIEV le plus rapidement possible. Donc c'est une opération de reconquête que vous allez mener ? Je vais essayer en tous les cas de les convaincre que la bonne décision serait de revenir au sein de la FIEV. En tous les cas, c'est en ce sens que je le leur ai dit et que je le leur répéterai en expliquant rationnellement le pourquoi des choses. Vous avez cité sans le mentionner Jacques Mauge. Est-ce que pour Faurecia, on va dire, comme dans le langage des jeunes, c'est mort parce qu'il est partie prenante dans cet équipementier ? Ou est-ce que vous récupérez Faurecia également ? Non, Faurecia fait partie des 3 équipementiers auxquels je pense et qui doivent revenir, que ce soit mon prédécesseur n'a pas pu poursuivre son mandat pour des raisons qui étaient liées à son statut personnel, donc il n'est pas visé personnellement dans cette affaire. Mais en tous les cas, Faurecia fait partie des gens que je souhaite reconquérir au sein de la FIEV. Mais Claude Cham, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis ? Il s'est passé la chose suivante, et c'est très simple. Jacques Mauge, pour des raisons de statut personnel, n'a pas pu continuer sa présidence de la FIEV. Oui. Bien. À ce moment-là, il s'est trouvé qu'un processus dans les statuts de la FIEV prévoit un certain nombre de situations, que ces 3 équipementiers avaient un candidat qui ne présentait pas les caractéristiques juridiques pour pouvoir succéder à Jacques Mauge. C'est-à-dire il était trop vieux, trop jeune? Non, il n'avait pas les statuts d'être membre du comité. Statutairement, pour devenir président de la FIEV, il faut avoir un certain nombre de caractéristiques, avoir été élu, avoir été membre du comité, etc. Donc c'est de la paperasse, en fait. C'est de la paperasse, oui, mais qui n'était pas possible de... Et ensuite, un certain nombre d'administrateurs et de membres de la FIEV ont considéré qu'ils souhaitaient... Il y avait un autre candidat qui souhaitait être élu président de la FIEV. Tout ceci n'a pas débouché comme ça aurait dû déboucher. Je pense que c'est un peu regrettable. Mais pourquoi avoir dit oui, vous ? Moi, parce que dans les statuts de la FIEV, il est prévu que si en cas il y a une vacance de président, on doit faire appel soit au prédécesseur, soit à un membre du comité. On m'avait demandé de savoir quelle serait mon attitude. J'ai dit que je pensais qu'il serait préférable que l'on trouve un président, que si par hasard ça n'était pas possible, je ferais face à mes responsabilités. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes un président par intérim comme Alain Poher ? Je suis un président par intérim jusqu'à la fin du mandat de M. Mauge qui doit arriver en 2021.
Voilà. Oui, vous vous êtes en quelque sorte sacrifié, on peut dire comme ça. Sacrifié, c'est pas tout à fait le mot, mais j'avais d'autres perspectives de vie, effectivement. Oui. Mais je pense que dans la vie, quand on vous a fait confiance, comme on m'a fait confiance tout au long de ma carrière, et qu'à un moment donné, il y a une situation un peu particulière, et ben, il faut savoir faire face à cette situation. Voilà pourquoi j'ai dit oui. Oui, Voilà. Christophe ? Aujourd'hui, la FIEV, alors pour reprendre un peu ce que disait, c'est combien de divisions ? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, alors les gros s'en vont, on a l'impression que c'est un peu tiraillé, il y a beaucoup de concurrence. Vous représentez qui et quel poids vous pesez aujourd'hui ? La FIEV, ça pèse 18 milliards de chiffre d'affaires, qui est la quasi-totalité du chiffre d'affaires équipementier automobile. Ça, c'est avant le départ de Faurecia Non, c'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui, compte tenu de l'implantation. L'essentiel, quand vous regardez la filière automobile équipementière, nous avons effectivement de grands équipementiers comme Valeo, Faurecia et Plastic Omnium. Mais ensuite, vous avez un certain nombre de TI, vous avez un certain nombre de petites entreprises, mais vous avez aussi beaucoup d'équipementiers automobiles qui sont à capitaux étrangers, comme Bosch, comme ZF, comme Schaeffler, comme Delphi, etc., etc. Donc tous ces gens-là ont besoin d'être représentés, Continental, etc., etc. Donc ces gens-là sont à la FIEV, et nous avons aussi vocation à ouvrir notre société à de nouveaux acteurs, notre syndicat à de nouveaux acteurs. À qui pensez-vous ? Je pense à tous ceux qui sont dans la connectivité, je pense à tous ceux qui sont dans le big data, je pense à tout un tas de gens qui sont de nouveaux opérateurs qui rentrent dans le monde de l'automobile et qui demain pourront occuper des places qui ne sont pas vous avez une image importantes aujourd'hui. Pardonnez-moi l'expression, une image un peu trop vieillotte ou dans ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut changer pour vraiment coller à ce qui va se passer dans l'automobile, les voitures autonomes, etc. Ou, si c'est ma barbe blanche qui vous fait penser que j'ai une image un peu trop vieillotte, je vais essayer de la corriger. Je pense que la FIEV est tout à fait adaptée, a été toujours adaptée au monde auquel elle était confrontée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a une évolution tant sur le plan des technologies que sur les plans des usages. Il faut que notre syndicat s'adapte à cela. Et s'il ne s'adaptait pas, il serait effectivement dépassé. Donc il a déjà commencé à s'adapter. Du temps où j'étais déjà président entre 2009 et 2015, j'avais déjà commencé cette espèce d'évolution et je pense qu'il faut la poursuivre. Et c'est en ce sens d'ailleurs que les administrateurs de la FIEV m'ont demandé de le faire. Alexandre Guillet. Mais quel va être votre rôle quand même précisément ? Parce que ces 3 départs, c'est pas seulement un symbole, ou en tout cas s'il s'en est un, c'est un symbole très très fort. Et puis avec la nouvelle PFA, on sent quand même qu'il y a une volonté de recadrer certaines choses, de redistribuer certaines cartes sur l'échiquier automobile. Donc dès lors, avec une main de fer d'ailleurs, et c'est peut-être bénéfique, c'est pas à moi d'en juger, mais dès lors, quelles sont les fonctions que vous vous attribuez, je dirais à court terme, parce que là, il y a quand même un petit appel d'air. Oh, c'est très simple, si vous voulez. Moi, je pense que nous avons un certain nombre de sujets, à commencer par l'évolution sur le diesel, qui est un sujet qui est quand même assez préoccupant pour la filière automobile, sur lequel le syndicat, puisque la FIEV, c'est un syndicat professionnel. C'est un vrai syndicat professionnel au sens juridique du terme. Ce n'est pas une association, c'est un syndicat professionnel. Donc là, je pense que nous avons tout à fait un rôle à jouer. Vous avez certainement observé qu'en termes d'évolution sur les véhicules connectés, les véhicules autonomes, il va y avoir des problèmes de normalisation. Vous avez certainement remarqué que la Chine va être un des premiers marchés sur lesquels ces nouvelles technologies vont rentrer. Il va y avoir à défendre ses intérêts pour que nos entreprises puissent être représentées. Donc, c'est le travail d'un syndicat. La plateforme automobile a été créée dans un cadre très particulier, je pense que vous vous en souvenez. C'était dans le cadre d'un contrat de confiance qu'il devait s'établir entre les constructeurs et les équipementiers. La PFA n'est pas un syndicat professionnel au sens traditionnel du terme. Mais on a lu beaucoup de commentaires sur la main de la PFA dans ce départ de Faurecia, de Plastic Omnium et de... Je dois vous dire que moi, en tant que président d'honneur, puisque j'étais le président d'honneur de la FIEV jusqu'au 1er avril, j'étais assez loin de tout ça. Je ne sais pas s'il y a la main de la PFA. La rumeur a couru et est venue jusqu'à mes oreilles. En tous les cas, j'ai déjà rencontré le président Châtel. Je lui ai fait part de ma vision des choses, en lui disant que je pensais qu'il y avait une place pour la PFA, qu'il y avait une place pour la FIEV. Et que c'était en ce sens-là que je présiderais mon institution. Je pense qu'il appartient aux hommes de faire preuve d'intelligence.
On n'est pas là pour se faire la guerre. On est Mais là ça pour veut dire quoi coopérer. concrètement quand vous dites qu'il y a une place pour la PFA et une place pour la FIEV? Oui, écoutez, la PFA, par exemple, elle a un organisme qui s'appelle le CTA, le Comité technique automobile, que j'ai créé. Elle a aussi un comité de standardisation, etc. Ce sont deux institutions qui marchent très très bien au sein de la PFA. C'est-à-dire que dans ce dialogue avec Luc Châtel, vous vous êtes dit, voilà, moi je fais ça, vous faites ça, et on ne se marche pas sur nos plates-bandes. Je ne vois pas pourquoi ça... Et c'était le cas auparavant? C'était déjà le cas auparavant, et je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait une... Il y avait une espèce de répartition des rôles et de coopération entre le CCFA d'un côté qui représente les constructeurs, la FIEV qui représente les équipementiers automobiles, et la PFA qui est cette espèce d'organisme de concertation, de coopération. Et le CNPA dans tout ça? Comment? Et le CNPA? Le CNPA joue son rôle aussi à l'intérieur de la PFA, mais un peu différemment, puisque quand on a créé la PFA, l'aval de la filière n'était pas encore concerné par la PFA. Ils ne sont rentrés que par la suite. Donc vous diriez que chacun a son rôle à jouer, y compris le CNPA? Y compris le CNPA, y compris comme d'autres, oui. Mais on a Equipoto au mois d'octobre. Oui. Qu'est-ce qui va se passer Equipoto se déroule tout à fait normalement. On a 37 équipementiers automobiles qui y participent, ou 36 exactement. La dernière édition, nous en avions 33. Forcia participera à Equipoto, PSA participera à Equipoto, Ford participera à Equipoto. On est aujourd'hui on a un objectif de 100 000 mètres carrés. On va l'atteindre. Nous avons commercialisé aujourd'hui 92% des surfaces. Et l'édition précédente, à date, on en avait commercialisé un peu moins de 90%. Donc les choses se présentent, je dirais, pas de façon, je dirais, négative par rapport à l'édition précédente. Mais c'est assez amusant parce que quand on vous entend, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, que tout continue normalement. Il y a juste 3 gros équipementiers et ceux qu'on cite la plupart du temps dans la fabrication des chaînes automobiles qui sont partis. En France. Bah oui, mais nous sommes en France, monsieur. Mais oui, bien sûr que nous sommes en France. Mais la France, la filière d'équipementière automobile n'est pas uniquement composée de ces 3 équipementiers. Elle a aussi des équipementiers qui représentent des chiffres d'affaires. Donc c'est pas grave. C'est regrettable. Mais pas grave. Mais c'est pas définitif pour la vie du syndicat que je représente, dans la mesure où il reste tout à fait représentatif. Il a 3 de ses adhérents qui ont décidé de vivre une vie différente. Ça vous fait une petite perte de ressources, mais c'est pas grave. Financièrement, comme de toute façon les cotisations sont plafonnées, ce n'est pas quelque chose qui met le syndicat en danger financier sur, je dirais, le moyen terme, même, je dirais, le long terme. Mais pardon, Alexandre. Pardon, est-ce que c'est pas quand même dommageable, vraiment, parce que vous avez évoqué les constructeurs et le CCFA. Or, pour la première fois dans l'histoire récente, en tout cas de la filière, il y a ces grands équipementiers qui commencent à gagner beaucoup en notoriété, qui, en poids d'innovation dans chaque véhicule mis à la route, représentent de plus en plus. Donc, ce sont de formidables fer de lance pour la FIEV, pour faire mettre en avant un savoir-faire et des nouvelles technologies sur lesquelles on reviendra, parce que vous avez aussi évoqué les ETI, mais on sait bien que c'est un mal français, personne ne les connaît, et si on écoute les hommes politiques, tout le monde dit depuis des années, il faut les mettre en valeur, et force est de constater que ni les hommes politiques, ni les organismes professionnels n'y sont vraiment parvenus jusqu'à présent. Écoutez, si vous voulez me faire dire que cette situation est une situation qui n'aurait pas dû arriver, je vous le dis très volontiers. Si vous voulez, ça arrive tard, mais on est content de l'entendre. Comment ? Ça arrive tard, mais on est content de l'entendre. Je peux vous le dire, je ne l'ai jamais caché. Ça serait, je dirais, assez malvenu de ne pas le reconnaître. Bon, maintenant c'est arrivé. Je prends acte de la chose. Je peux le regretter. Maintenant, si vous voulez que je vous explique, est-ce que c'est à court terme définitif et dommageable pour le syndicat ? Je vous dis, le syndicat est représentatif, financièrement peut continuer à vivre, va continuer à faire son travail. J'ai été élu avec la quasi-unanimité, 18 voix sur 22 du comité par les institutions de cette organisation. J'ai l'assurance d'un certain nombre de grandes sociétés qui appartiennent au syndicat qu'ils ont l'intention de perdurer à l'intérieur de cela. Et ils m'ont dit, Monsieur Cham, on vous demande de poursuivre la tâche qui avait déjà été entreprise par vous pendant 6 ans, qui a été poursuivie par Podreser, etc. Donc, je reconnais fort bien et fort facilement
même si vous considérez que j'y viens un peu tard dans le débat, que je regrette que ces 3 équipementiers soient partis. Maintenant, j'ai pris acte de leur décision et je verrai avec eux comment on peut faire pour que l'on revienne à une vie que je considère plus normale de la représentation de la filière automobile française. Comment on fait? C'est quoi l'opération de reconquête? On passe un coup de fil? Non, on va voir ces gens, on parle avec eux, on met sur la table, on essaye de comprendre quel différend il y a pu y avoir entre eux et les personnes, moi j'étais pas en charge de ça, et les personnes qui étaient en charge à l'époque de la situation. Donc l'ancien président. Peut-être l'ancien président, peut-être d'autres, on va voir ce qui s'est passé, on va savoir, je vais chercher à comprendre pourquoi ils ont pris cette décision et à partir de là, d'essayer d'en tirer les conclusions. On dit que vous souhaitez réduire la voilure au siège de la FIEV, réduire un petit plan social, ou non? Confirmez pas, non? Oh, écoutez, la FIEV, on dit beaucoup de choses. Il est un fait certain que dans toute organisation professionnelle, à un moment donné, comme toute entreprise, il est nécessaire de mettre parfois un petit peu d'équerre. Trop de monde, c'est pas ce que je pense. Il y a peut-être pas tout à fait la juste adaptation aux besoins nouveaux dont on a la nécessité. Oui. Vous avez la légitimité, mais ça va être difficile à mettre en place, ça, non? Pourquoi? Si vous supprimez des emplois, comme partout. Oh bah, c'est jamais une opération qu'on fait facilement, mais c'est parfois des opérations qu'il faut savoir faire et il faut se poser là encore les bonnes questions. Moi, j'ai quitté la FIEV maintenant depuis 2015. Des choses ont évolué. Je vais en faire le constat. Ça fait 1 mois que je suis là. Je vais faire le constat de ce qui marche, de ce qui marche pas, de ce qu'il y a lieu d'améliorer. Et s'il y a lieu de réajuster les choses, je le ferai en toute légalité et en tout respect. En tous les cas, dans toute ma carrière, même si j'ai eu à faire des opérations de ce type, parfois sur des quantités importantes dans mes usines, je l'ai fait dans le respect des individus, des personnes. Quel signe cela envoie aux adhérents, ce départ? Est-ce que ça veut dire que la FIEV ne les représente plus aussi bien qu'avant? Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Pourquoi, je ne vois pas pourquoi la FIEV ne les représenterait pas aussi bien qu'avant. C'est la question que je vous pose. Je crois que la FIEV a tout à fait la légitimité à pouvoir les représenter. En tous les cas, jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucun signe qui pouvait me faire penser que nous ne l'avions plus. Par ailleurs, le signe que ça envoie aux adhérents, c'est que il y a un certain nombre d'adhérents qui s'interrogent sur le pourquoi de la décision de ces 3 équipementiers. Il y a des gens aussi qui se posent la question de savoir est-ce qu'il y a des personnes qui veulent une fusion totale entre les organismes et est-ce que c'est souhaitable? La réponse claire d'un certain nombre d'adhérents et la très large majorité de la FIEV a été de dire qu'ils n'étaient pas du tout, ils sont tout à fait favorables à une coopération étroite, équilibrée avec les autres partenaires de la filière automobile, qu'ils soient le CNPA, le CCFA, la PFA, etc. Mais que par contre, ils n'ont aucune intention à aller vers une fusion-absorption de cet organisme qu'est la FIEV avec un autre organisme que serait la PFA. Oui, vous parlez vraiment comme un président qui a vécu une tentative de déstabilisation. Moi, je ne l'ai pas vécu, puisque je suis arrivé après. Vous êtes là à la tête. Moi je ne l'ai pas vécu. Je ne sais pas si c'est une tentative de déstabilisation, mais je sais, pour dire très clairement, je pense qu'il y avait effectivement une volonté de mettre peut-être à la tête de la FIEV une autre personnalité que la mienne. Ceci n'a pas été faisable pour les raisons que je vous ai expliquées. On est venu me chercher pour pouvoir faire face à la situation. J'ai accepté de le faire. Je prends tous les éléments à ma disposition pour essayer de le gérer sans émotion, si vous voulez. J'essaye de vous faire comprendre que je ne suis pas un émotif, je suis un rationnel, un pragmatique, et de gérer en fonction des données que j'ai. Voilà. Maintenant, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux parce que j'aurais préféré avoir une autre situation, mais comme elle est comme ça, j'ai accepté d'y faire face, et ben je vais essayer d'y faire face le mieux que je peux. Allez, on va passer à... Non, une question encore ? Oui, à l'agenda, il y a Equipauto qu'on a évoqué. C'est quand même très important pour la FIEV et son partenaire. Sachant que l'édition précédente, c'était un peu l'édition de la dernière chance. Elle était présentée comme telle. Vous me direz, ce sont des formules de journalistes. Mais enfin, le salon allait quand même vraiment pas très bien. Le retour porte de Versailles a semblé un peu porter ses fruits. Mais on n'est pas encore sur une phase de dynamisme
par rapport à nos amis allemands notamment. Et il y a donc le volet donc, de réussir cette édition parisienne et peut-être aussi de l'internationalisation, parce qu'on n'en parle plus du tout. Les dossiers iraniens, les dossiers maghrébins, tout ça, on n'en parle plus du tout. Bien, alors, sur le sujet d'Equipoto, le retour à la porte de Versailles est un travail sur lequel moi je m'étais déjà attaché dès 2009. Bon. Moi, quand je suis arrivé à la Fièvre en 2009, la première question qu'on m'a posée, c'est de savoir si j'arrêtais Equipoto ou pas. Malgré les difficultés, j'ai pris cette décision qui n'était pas facile déjà à l'époque. Je n'ai pas toujours des décisions faciles à prendre. J'ai pris la décision de maintenir Equipoto. Ça a coûté de l'argent à la Fièvre, mais je pense que c'était une bonne décision parce que ça a permis de recommencer un travail de reconquête. Et ce n'est pas à vous, journalistes, qui suivez ce type de salon, que je vais expliquer que pour reconstruire un salon, ce n'est pas une session. C'est de nombreuses sessions, surtout quand ça se tient tous les 2 ans. Donc Equipoto, on a fait un travail pendant toutes ces années, et le retour à la porte de Versailles a été, je dirais, un petit peu le point sur le i qui a permis de continuer ce travail entrepris précédemment. Voilà. Donc Equipoto s'est progressivement structuré avec, je dirais, un certain nombre de valeurs que vous avez pu observer, et je crois qu'il faut poursuivre en cela. Quant à l'internationalisation, c'est quelque chose qui n'est certainement pas abandonné. Le Maghreb est un secteur qui m'intéresse particulièrement. Pas plus tard que le mois prochain, je serai en Tunisie pour essayer de ressouder, de renforcer les liens avec la Tunisie. J'ai déjà un rendez-vous quelques semaines après avec le Maroc. Au mois de juin, je m'en vais aussi pour d'autres raisons en Chine pour représenter la Fièvre, etc., etc. Et donc, je me suis fixé dans mon agenda, dans le temps qui m'est imparti jusqu'en 2021, pour poursuivre cette internationalisation d'Equipoto que je crois absolument indispensable. Alors cette transition vers l'international, ça nous amène à l'actualité économique internationale, notamment pour vos adhérents et pour les équipementiers. Comment est-ce que vous jugez la situation de l'ensemble du secteur, et est-ce que vous redoutez quelques vents contraires cette année ? Alors, je pense que nous sommes effectivement à un stade où, pour la première fois, on a vu en 2018 que on déclare 1,6, si ma mémoire, mes chiffres sont exacts, de déclin. Je ne suis pas très surpris par cela, parce que quand on regarde la crise que nous avons eue en 2009, qu'on regarde ce qui s'est passé sur le marché européen, on a eu une phase de croissance, et puis il arrive un moment donné où on a une phase en plateau. Je crois qu'on est à peu près à cette phase en plateau. Donc ce que je pense, c'est que nous allons passer sur... Bon, on a encore des marchés, on a effectivement le marché européen qui a un peu baissé, on a le marché chinois qui a baissé. Par contre, les autres marchés se sont retrouvés dans une situation relativement satisfaisante. Je crois qu'en 2019, on va avoir affaire à une année qui effectivement s'annonce avec, je dirais, des vents pas toujours contraires, mais moins favorables, si je puis m'exprimer ainsi, que ce que nous avons connu pendant les années précédentes. Donc il faut là anticiper les choses, mais je crois qu'on est en capacité, en particulier pour les équipementiers automobiles, à pouvoir faire face à cette année 2019 sans trop de difficultés, à mon avis, car si vous avez observé quels étaient les résultats financiers des équipementiers automobiles, dans l'ensemble, ils ne sont pas si mauvais que cela. Pour vous, le dossier chaud, brûlant, bouillant, c'est le diesel ? C'est un dossier difficile, je trouve que l'on aurait pu gérer différemment, si je puis me permettre, mais dans lequel je crois qu'à force d'avoir... C'est qui on ? C'est les autorités publiques ? Oui, certaines autorités publiques auraient pu avoir des mots plus mesurés sur le diesel. Je pense qu'on aurait pu, face à la transition énergétique, s'attacher à un concept qui commence à être un peu plus partagé qu'il ne l'était il y a quelques années. Vous pensez qu'il y a un diesel bashing, quoi, pour... Je pense qu'il y a un certain diesel bashing. Je pense qu'on aurait mieux fait de parler d'une certaine neutralité technologique de telle façon à ce qu'on évolue vers les objectifs qu'on s'est fixés, que je partage, auxquels je crois qu'il faut arriver, mais pas toujours en faisant ce diesel bashing, comme vous dites, parce que je crois que c'est... Bon, alors, ça arrive à quoi ? Ça arrive que dans l'esprit du grand public, du consommateur, et in fine, ben on se dit, est-ce que j'ai ma voiture à changer ? Je prends un diesel ? Vous y réfléchissez à 2 fois. Vous y réfléchissez tellement à 2 fois que vous constatez que les ventes ont chuté beaucoup plus rapidement que tout le monde ne l'estimait préalablement. Donc, incontestablement, un des dossiers qu'il va y avoir à traiter sur le diesel, c'est quelles sont les conséquences de cette situation sur l'emploi
et sur les sociétés qui aujourd'hui sont impliquées dans la technologie diesel. Comme Bosch, qui est l'un de vos adhérents. Bosch, qui est un de mes adhérents. Et qui ferme quelques usines. Mais bien sûr, ce sont parmi les sujets chauds qu'il faudra... faire, vous, président, enfin, la FIEV, que peut faire la FIEV La FIEV a déjà travaillé sur ces sujets-là en aidant toutes ses adhérents, chaque fois qu'elle le peut, à mettre en place des accompagnements, tant sur le plan juridique que sur le plan de reconversion. Donc on a des programmes de formation, on a des programmes d'accompagnement, etc. Donc là, c'est un travail, je dirais, d'accompagnement qu'on fait. Mais c'est les adhérents qui prennent leur sujet en main. En plus, vous savez, la FIEV, sur les très très gros adhérents, ils ont tous les services à disposition à l'intérieur de leurs entreprises. Quand on s'adresse à des ETI ou à des petites entreprises, c'est là que la FIEV joue pleinement son jeu. Là où la FIEV joue tout à fait son jeu, c'est que vis-à-vis des grands comme des petits, c'est que quand il y a des négociations avec les constructeurs automobiles, les conditions générales d'achat, par exemple, il faut bien qu'il y ait un syndicat professionnel qui représente tout le monde. C'est la FIEV qui le fait. Ça ne peut pas être un autre organisme, par exemple comme la PFA, puisqu'à l'intérieur de la PFA, vous avez... Ah, la revoilà. Non, mais ça ne peut pas être cet organisme. Je vous prends cet exemple. Pourquoi ? Parce que vous avez les deux qui sont à l'intérieur du même organisme. Ça pose quand même quelques problèmes juridiques, si vous voulez, d'efficacité. Et les relations là sont chaudes avec les constructeurs, parce que vous dites on doit négocier. Elles sont... Non, je dois vous dire que j'ai connu beaucoup plus difficile dans ma carrière. Et qu'elles sont, comme toujours, rugueuses, parce que les relations entre les centrales d'achat... Viril mais correct. Viril mais correct. Voilà. Viril mais correct, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Et sujet qui est aussi d'actualité, sur l'Airbus de la batterie électrique, oui. Comment vous vous positionnez ? Est-ce que vous croyez que c'est une tarte à la crème ou on s'y prend trop tard ? Je ne pense pas que ce soit une tarte à la crème. Je pense qu'on aurait pu peut-être effectivement démarrer un peu plus tôt. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée que de chercher à monter une société européenne ou un consortium de sociétés européennes. Vous croyez que ça se fera ? J'ai l'espoir que ça se fera. Et si nous pouvons contribuer à ce que ça se fasse, nous y contribuerons, parce que je pense qu'effectivement que l'indépendance dans ce domaine de l'Europe est quand même un facteur, je dirais, de géopolitique non négligeable. Donc je ne vois pas pourquoi un organisme comme la FIEV ne coopérerait pas le plus efficacement possible à ce genre d'idée. Mais quels sont vos moyens, concrètement ? On a des moyens, je dirais, techniques, on a des moyens financiers, on a des moyens, je dirais... Donc s'il faut mettre de l'argent, vous en mettrez ? Si par hasard la FIEV était appelée à devoir coopérer sur des programmes qui concourraient à mettre en place ça, et s'il fallait effectivement demander une coopération financière, à partir du moment où elle rentrerait dans nos moyens, nous le ferions. Mais le tout électrique, c'est pas une bonne affaire pour les équipementiers. Il y a moins de pièces dans une voiture. Effectivement, il y a moins de pièces. Mais vous savez, je pense que cette transition, elle ne se fera pas brutalement. Moi, j'y ai jamais cru. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont rêvé. Je pense que d'abord, avant d'arriver au tout électrique, on passera par d'autres phases. Et puis, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que nous avons un foisonnement de technologies. Je ne sais pas si vous, journalistes, vous avez plus d'informations que moi et que vous êtes plus certain que moi de ce qui va arriver, mais moi, personnellement, aujourd'hui, je ne suis plus en incapacité de vous dire quel sera le véritable gagnant. Je suis absolument certain d'une chose, c'est que la transition se fera, que l'on va vers des nouvelles technologies beaucoup moins polluantes que celles que l'on a connues. Je pense par contre que le moteur thermique a encore un avenir, encore une durée de vie, qu'on passera par une hybridation, qu'on aboutira vers certainement des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, etc. Mais avec les normes beaucoup plus sévères, notamment sur le diesel, vous pensez qu'il va y avoir des morts, notamment... Oui. Je pense qu'on a eu tort de faire ce diesel bashing, parce que le diesel était une façon d'arriver aux normes que l'on voulait, beaucoup plus softement que l'on va être obligé de le faire. Donc c'est là où je regrette certaines attitudes. Politiques en particulier. Oui, il y a certaines personnalités politiques qui, à mon avis, auraient pu, mieux mesurer les propos tenus. Vous pensez à quelqu'un ? Pas en particulier, mais à certains. Qui est votre interlocuteur ? Qui sont vos interlocuteurs ? Nos interlocuteurs traditionnels sont le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, la Direction Générale de la Concurrence et des Prix, le ministère des Transports, le ministère des Transports.
Et ce sont plutôt des questions... L'Assemblée nationale, le Sénat... Ce sont plutôt des questions d'hommes quand il y a problème, ou est-ce que c'est de la politique globale que vous contestez? Ça dépend des sujets, mais il y a certains sujets où... Sur le diesel. Sur le diesel, je pense qu'effectivement, il y a eu une espèce de cristallisation qui s'est faite et qui aurait pu, à mon avis, on aurait dû réfléchir plus sereinement sur la chose. Et on aurait pu écouter un peu plus certains techniciens qui, quand on parle effectivement de véhicules, de moteurs diesel du passé, qui sont très polluants, mais vous savez comme moi que pratiquement tous les poids lourds aujourd'hui et les cars sont aux normes Euro 6, dont effectivement, quand on regarde les caractéristiques de pollution, on a fait énormément de progrès. Donc on aurait pu être... Je crois que dans la vie, il faut savoir parfois être tranché, mais c'est des sujets délicats sur lesquels il faut être mesuré. Mais je ne veux pas jouer les Cassandres là, mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec des syndicats professionnels et des organismes professionnels, surtout que le diesel c'est limité au marché européen, mettons l'Inde à part, qui est encore un peu lointaine. Alors finalement, on a le sentiment que à force de pas se mettre d'accord ou de pas réussir à faire du lobbying en équipe auprès de certaines instances européennes, on a pris des normes qui nuisent prioritairement aux acteurs européens précisément. Tout le monde n'est pas toujours aussi performant qu'il devrait l'être, même les syndicats professionnels. Moi, d'abord, on peut commencer par regretter, si vous le permettez. On peut quand même commencer à regretter que cette opération soit arrivée avec quand même une anomalie flagrante d'utilisation d'un logiciel comme il n'aurait pas dû être utilisé. Si ceci n'était pas arrivé, peut-être que ça n'aurait pas entraîné des surréactions. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est quand même ça. Mais il ne fallait pas se faire prendre, c'est ce que vous dites? J'ai pas dit qu'il fallait pas se faire prendre. J'ai dit qu'il fallait pas... J'ai dit qu'il fallait pas... Il fallait pas faire. Il fallait pas faire, voilà. J'ai dit qu'il fallait pas faire, c'est tout. Ça veut dire que tout le discours aujourd'hui sur le diesel est inaudible. Difficilement audible. Difficilement audible. Après l'affaire du Dieselgate. Oui, c'est difficilement audible. Et pour continuer sur votre question, si je puis me permettre, ce que je crois, c'est qu'on aurait peut-être dû être plus dur dans la négociation avec les autorités politiques au niveau européen pour obtenir, je dirais, des délais plus acceptables, parce que tous les techniciens nous disaient à l'époque, ça on ne saura pas faire, ça on ne saura pas faire, ça on ne saura pas faire, il nous faut encore un peu plus de temps pour y arriver, que d'avoir cette espèce de... Mais le mal était fait, et puis il fallait une politique, une parole politique extrêmement ferme en matière de santé, puisque c'était ça. C'est pas juste de la pollution comme ça, c'est pas un mot parmi un autre. Je ne porte pas grief, je dirais, sur le fond. Je porte grief sur la forme, monsieur. C'est-à-dire que je pense qu'on peut défendre effectivement des problèmes de fond, sérieux, qui sont la santé des gens, tout en tenant compte de réalités économiques et de réalités techniques qui sont là. Mais est-ce qu'il y a encore une réalité économique et technique dès lors qu'on parle de santé, monsieur Cham? Oui, il y a toujours une réalité technique. Vraiment. Mais même dans le médicament. Puisque vous savez comme moi qu'à un moment donné où on met sur le marché, on ne mélange pas tout, mais c'est quand même vrai. Même quand on prend la décision de mettre en place un certain nombre de médicaments, on a une certaine zone de risque. Quand on met en place un certain nombre de technologies, on sait qu'il y a des zones de risque. À partir du moment où on contraint les industriels par une voie politique à dire vous devez aller dans ce chemin-là, et que l'on sait pertinemment que le chemin, en y mettant même les plus gros moyens financiers qu'on peut y mettre, techniquement, il ne sera pas atteint avec des deadlines qui sont fixés de façon, je dirais, assez autoritaire. Je pense qu'on aurait pu avoir une parole plus mesurée. Vous avez chiffré ce que ça peut représenter pour, par exemple, au sein de la FIEF, ce basculement vers l'essence diesel ou... Il y a beaucoup de chiffres qui circulent et que dans les semaines qui viennent de s'écouler, je n'ai pas eu le temps de véritablement tout vérifier. Bon, j'ai entendu des chiffres qui me semblent, en termes d'incidence sur des pertes d'emploi, qui me semblent très importantes.
Et je pense qu'il faut vérifier. On est de l'ordre de 18 000, c'est ce que dit. Oui, on dit cela. Je suis pas certain que ce soit ça. Je pense que j'y est peut-être un peu tôt pour moi. Je peux pas, en tous les cas aujourd'hui, vous dire voilà, le chiffrage je l'ai pas fait. Donc je suis en train de regarder quelles seront les incidences et puis en fonction de ça, si on se revoit, je vous le dirai. Mais pour l'instant, j'ai entendu ce chiffre. Je me pose quelques questions. Mais vos adhérents qui ont des armées de lobbyistes, ils reconnaissent qu'ils ont subi une défaite, là, où ils pensent qu'ils peuvent freiner les choses? Mes adhérents ont fait leur travail, ils ne sont pas satisfaits effectivement du résultat obtenu, ils ne baissent pas les bras, on n'a pas abandonné de continuer à se battre sur le sujet tant qu'on pourra. Maintenant, ils prennent en considération la situation et ils se tournent vers l'avenir en se disant comment on fait. Voilà. Vous avez comme un formidable atout, c'est que aujourd'hui, l'innovation, on pense plus aux équipementiers qu'aux constructeurs. C'était l'inverse il y a 10 ans ou 15 ans. Est-ce que ça, vous pensez appuyer sur ça et le fortifier, et comment ? Bien sûr. Bien sûr, moi, vous savez, je suis intimement, c'est pas d'aujourd'hui, hein, j'ai toujours dit, si vous reprenez les propos publics que j'ai tenus il y a déjà une dizaine d'années, je pense depuis longtemps que nous allons vers un monde où dans la chaîne de valeur de l'industrie automobile, des rééquilibrages se feront. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai débuté ma carrière dans l'industrie automobile, le constructeur spécifiait tous les cahiers des charges, etc. Progressivement, ceci s'est transféré chez l'équipementier automobile avec la création de la fonction. Au début, même la fonction était l'équipementier fabriqué, mais c'était encore le constructeur. Petit à petit, on a pris de plus en plus de poids. Donc effectivement, les équipementiers automobiles ont un poids de plus en plus important. Je pense qu'ils auront aussi un poids de plus en plus important dans le futur pour une raison nouvelle. C'est que je crois que la mobilité de demain va voir apparaître ce que j'appelle des providers de mobilité, qui vont être des clients non plus individuels à un ou quelques dizaines de véhicules, mais avec des quantités énormes de véhicules qui vont de plus en plus peser sur la spécification de ces véhicules. Et donc, type Uber ou type d'autres, qui vont peut-être à ce moment-là, vis-à-vis du constructeur, de l'assembleur, spécifier en disant, nous on souhaite avoir, par exemple, la planche de bord Faurecia, ou la technologie de Valeo, ou Plastic Omnium, ou d'autres, vous voyez. Et à ce moment-là, l'équipementier, lui, a tout intérêt à jouer cette carte de la valorisation de son savoir-faire et de son innovation, mais aussi, je dirais, peut-être pas sa marque produit, mais sa marque de société. Mais je vois que vous représentez, je crois, 70 000 salariés. Hein, oui, c'est ça. Oui, 71 000, 71 entre 71 et 75 000. Vous pensez qu'ils seront encore là dans 10 ans, après la transition qui se fera à marche forcée, mais elle se fera. Je ne sais pas s'ils seront là à équivalence d'effectifs. Je pense intimement qu'il va y avoir une mutation importante dans la qualification de ces effectifs. Et que c'est quelque chose qu'il faut préparer. C'est-à-dire qu'on monte en gamme. Bien sûr, bien sûr. Mais il va falloir aussi créer des métiers auxquels on ne pense pas aujourd'hui, qui seront des métiers qu'on n'imagine pas en 2001 et qui seront présents en 2025, en 2030. Je pense incontestablement, quand on voit l'usine 4.0 qui va arriver, etc., la robotisation qui est en marche, il va falloir que vous avez aussi toute la gestion de la donnée, par exemple. Il va falloir créer des nouveaux métiers. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui ne se sont pas encore, de mon point de vue, posé suffisamment la question de se dire on va vers un monde qui va être énormément dirigé par des logiciels informatiques, par de la donnée. Comment nous allons gérer ces données? Comment nous allons exploiter tout cela? Donc, justement, est-ce que vous avez pour ambition de vous ouvrir à de nouvelles sociétés, à de nouveaux adhérents Je vous l'ai dit en début de propos. Est-ce que vous le mettez en œuvre parce que, finalement... Qui pourrait vous rejoindre? Qui vous intéresse? Pour vous entourer, en effet. Écoutez, moi je pense que, par exemple, des gens comme Orange pourraient tout à fait venir. Je pense que des grandes sociétés comme ATT ou comme d'autres, je pense à des sociétés comme Air Liquide, je pense à
à beaucoup de sociétés qui aujourd'hui sont je dirais, dans l'environnement de ce nouveau véhicule et qui, à mon avis, pourraient tout à fait nous rejoindre. Il y a déjà des commissions ad hoc qui ont été mises en place pour pouvoir accueillir ce type de membres quand même, parce que c'est pas si évident que ça pour les faire dialoguer, notamment avec les ETI plus traditionnelles aussi, pour certaines que vous avez évoquées. Certaines personnes m'ont reproché dans ma carrière d'être un impatient. Je suis arrivé le 1er avril, nous sommes le 15 mai. Je sais aller vite, mais il faut aussi avoir le temps. Nous, journalistes, on est très impatients aussi. Voilà. Donc, c'est ça des choses... Pour être très franc avec vous, ce n'est pas des choses auxquelles je pense depuis le 1er avril, c'est des choses que j'ai dans la tête depuis un certain nombre d'années. J'ai à nouveau des responsabilités. Je vais m'attacher à essayer de promouvoir un certain nombre d'idées à partir du moment où mes adhérents me suivent. Est-ce que c'est avec l'arrivée de groupes, comme vous dites, de télécommunications, que ensuite vous allez passer à la reconquête des 3 grands qui sont partis, en disant, vous voyez bien, il y a plein de gens qui nous rejoignent, qu'est-ce que vous faites tout seul dans votre coin? Non, je pense que le plus tôt nous arriverions à trouver un accord pour qu'ils nous reviennent à la Fièvre, le mieux sera. Plus vite ils viendront, mieux je me porterai. Vous les avez déjà appelés? Oui, un certain nombre, oui. Merci Claude Charme, président de la Fièvre, pour encore donc 2 ans, hein, c'est ça? 2021, oui. Voilà. Et Équipe Auto, c'est le 15 octobre. Hein. C'est le 15 au 19 octobre. Voilà. Merci d'avoir participé à ce Face à la Presse. Ben, c'est moi qui vous remercie.